Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie de Politique consacrée à la multiplication des candidatures pour la prochaine élection présidentielle de 2012. Dans la première partie, on s'était penché sur la candidature de Dominique de Villepin, dont on s'est posé la question de savoir s'il était au centre ou tout simplement ailleurs. Et mes invités autour de cette table semblent convenir qu'il s'agissait plutôt d'une candidature gaulliste. À mes côtés, Vanessa Scherer, vous êtes directrice adjointe de l'École des Affaires internationales de Sciences Po. Également parmi nous, Dominique Jamais, écrivain et journaliste. David Revaud-Dallon, grand reporter à Europe 1, et Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint du Parisien. Merci à tous d'être à mes côtés pour cette seconde partie de Politique. Le centre, justement, on en parle et on va revenir tout de suite sur ces candidatures multiples qui occupent le paysage politique de la famille centriste. On savait que François Bayrou est le candidat historique, du moins depuis 2007, du MoDem. Également Hervé Morin qui avait fait valoir ses prétentions. Et puis la semaine dernière, c'est Jean-Louis Borloo qui est sorti du bois. Regardez ce reportage. Bonsoir Jean-Louis Borloo. La course pour dominer le centre est lancée et c'est l'embouteillage. Entrée en scène jeudi dernier sur France 2 de Jean-Louis Borloo, l'ex-ministre de l'écologie quitte l'UMP et ne cache pas ses ambitions présidentielles. Il appelle à la formation d'une confédération des centres. Nous avons vocation à avoir un candidat à l'élection présidentielle et nous avons vocation à gagner cette élection présidentielle. Parce que je suis convaincu que nous allons la gagner. D'anciens ministres récemment écartés du gouvernement le rallient. C'est le cas de Fadela Amara et de Ramayad, des icônes de la diversité. Tous dénoncent une droitisation de l'UMP, avec entre autres le débat sur la laïcité et la politique de l'immigration. Ils se positionnent dans l'espace politique laissé vacant par la majorité. Selon un sondage IFOP réalisé après son intervention sur France 2, c'est Jean-Louis Borloo qui incarne le plus les idées et les valeurs du centre. Il devance de peu François Bayrou et de loin Dominique de Villepin et Hervé Morin. Contrairement à 2007, François Bayrou n'est plus tout seul au centre avec son principe de ni droite ni gauche. Sa popularité vacille. Alors le président du MoDem tente de décrédibiliser la candidature de l'ancien ministre du gouvernement Sarkozy. Une opération qui vise à ramener le centre dans la majorité. C'est une opération qui vise à faire croire que le centre ne peut exister que d'un seul côté de l'échiquier. À droite. À droite. Pour lui, Jean-Louis Borloo n'a qu'un seul objectif, offrir au chef de l'État l'électorat centriste. Dominique de Villepin, qui souhaite se présenter en 2012, émet les mêmes réserves. Gaulliste, mais pas vraiment centriste, il compte bien rallier les déçus du sarkozysme. Ne décide pas un divorce du jour au lendemain. Ces 4 années, elles ont marqué des liens profonds entre les deux hommes, elles ont marqué un accord sur une politique qui a été menée. Le centre se dirige vers une bataille radicale pour 2012 et celle-ci ne fait que commencer. Les déçus de l'UMP et de la gauche n'auront que l'embarras du choix. Alors si visiblement le centre n'est plus soluble dans l'UMP, la question qui se pose aujourd'hui c'est de savoir s'il est divisible et s'il existe une personnalité qui peut rassembler ces différentes familles du centre qui souhaitent répondre à Dominique Jamais. Ce qui est très curieux, c'est que Jean-Louis Borloo, contrairement à son habitude, à son caractère, à sa réputation, a parlé très nettement l'autre jour, très très nettement, Charlotte Chabot. Je quitte l'UMP, je prends la tête d'une confédération des centres, cette confédération aura un candidat, ce candidat ne sera pas là pour aider le président de la République. Peut-on être plus net? Il parle très nettement, mais il agit beaucoup moins nettement. C'est ce que j'allais dire. Il se rend à la réunion des groupes UMP faisant allégeance officielle et commence à monter cette confédération centriste. C'est ce que j'allais dire, si vous me permettez. Et justement, le passé de Jean-Louis Borloo, et on pourrait presque dire son passif, sont tels que malgré des paroles aussi nettes, on se demande, et je pense avec raison, s'il ira jusqu'au bout. Et Jean-Louis Borloo donne vraiment l'impression de continuer à être quelqu'un qui souhaite que les choses lui tombent toutes rôties dans le bec et qu'il n'a peut-être pas l'envie ou la volonté ou l'ambition de ses propres propos. Il n'a pas l'instinct du tueur. Non, je ne le crois pas, mais en même temps, c'est un roublard, c'est un malin, c'est quelqu'un qui fait tic-tac tout le temps, dont la tête fait tic-tac tout le temps. Et moi, la conclusion que j'ai cru pouvoir tirer pour l'instant de ses déclarations de l'autre jour et de son comportement, c'est la suivante. S'il devait apparaître qu'il est un candidat,
de diversion, c'est-à-dire quelqu'un qui, quel que soit le nombre des voix qu'il a, risque de faire perdre le président de la République sans gagner lui-même, je ne jurerai pas qu'il ira jusqu'au bout. Mais si en revanche les sondages le mettaient en tête, si les sondages établissaient que c'est Sarkozy qui risque d'être le candidat de diversion, là, je crois qu'il aurait très envie d'aller jusqu'au bout. Donc il attend que les Français le courtisent et non pas le contraire. C'est ce que je crois. Les choses restent ouvertes. Je crois que le problème est à aborder d'abord et avant tout du point de vue de Nicolas Sarkozy, parce que à quoi on assiste là finalement entre le démarrage de Jean-Louis Borloo, celui de Dominique de Villepin, d'un peu plus loin celui de Nicolas Hulot, les bisbilles au sein de la majorité, ce à quoi on assiste, c'est à l'affaissement, à l'explosion de la stratégie, de l'équation électorale qui avait fait gagner Sarkozy en 2007, c'est-à-dire la réunion des trois familles historiques de la droite, telles que les avait définies l'historien René Raymond, les centristes et libéraux, les gaullistes et les légitimistes et donc le Front National. Il avait réussi cette alchimie-là, rassemblant du centre droit jusqu'aux électeurs du Front National qu'il avait siphonné pour moitié, on s'en rappelle en 2007. Aujourd'hui, à quoi on assiste ? À une nouvelle percée, un retour de Marine Le Pen. Donc les électeurs du FN qui avaient voté Sarkozy reviennent dans le giron du FN. Les centristes s'émancipent en la personne de Jean-Louis Borloo et les gaullistes sociaux, moins libéraux que Sarkozy, s'émancipent aussi. Donc les trois familles de la droite sont en train de se séparer à nouveau et c'est très, très inquiétant pour Nicolas Sarkozy en 2007, malgré ce qu'il a expliqué hier aux députés, c'est-à-dire, je cite, qu'il sentait très bien la situation. La vérité, c'est que Sarkozy, visiblement, est très inquiet et que là, il y a le feu dans la maison élyséenne et qu'il va falloir absolument faire quelque chose pour rassembler ces trois familles et en particulier pour faire revenir Borloo à la maison. Ceci étant, il en est la source. C'est-à-dire que là, la décision de Borloo se cristallise autour de sa propre déception personnelle, sans doute, mais on la voit venir depuis au moins l'été dernier, avec les deux remaniements ratés. Et donc le président en est la source. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un effet de droitisation sur l'axe sur lequel le centre et Borloo peut jouer, c'est-à-dire l'axe du libéralisme culturel. D'ailleurs, le fait que Ramayad se rapproche de lui, soit la première, on est en plein dedans. Donc ce qui n'écarte pas un certain opportunisme quand même des uns et des autres, parce que le fait quand même de voir se rallier aussi vite à Borloo les ministres qui ont été en quelque sorte mis à la porte et donc maltraités, il y a un petit côté quand même revanchard qui est là. Le cas de Thierry Morin d'ailleurs était aussi à peine sorti du gouvernement, aussitôt candidat. Mais il y a un réel espace politique là, pour le coup. Il y a quand même une question qui se pose. Est-ce que Nicolas Sarkozy n'a pas lui aussi intérêt à un éclatement du centre entre plusieurs candidatures ? Est-ce qu'il vaut mieux pas plusieurs candidats qui divisent le centre et l'affaiblissent qu'un seul candidat comme François Bayrou qui fait 17%? Son niveau est trop bas pour qu'il puisse se permettre ce genre de fantaisie. Mieux vaut une voiture balai susceptible de lui ramasser un maximum. C'est pour ça que Borloo peut avoir un intérêt. Moi, je ne crois pas, de toute façon, qu'il ira au clash, qu'il ira à l'affrontement avec Sarkozy. D'abord parce que le passé, comme vous l'avez montré, de Jean-Louis Borloo ne plaide pas pour ça. C'est pas quelqu'un qui est dans une ambition démesurée, qui tous les matins pense à ça, qui veut tuer son voisin politique, parce qu'en politique, c'est d'abord l'ami et après l'adversaire partisan. Il n'est pas comme ça, Jean-Louis Borloo. En revanche, on a l'impression qu'il cherche à hériter d'une espèce de reconfédération du centre, qu'il négociera, plus il sera haut dans les sondages, et plus il négociera d'investiture en 2012, parce que les législatives suivront. C'est pas que ça, mais c'est un peu ça. En revanche, Sarkozy aurait peut-être, oui, intérêt à le garder dans son giron et à faire, et ça on voit que c'est plébiscité dans les sondages, une espèce de ticket avec lui. C'est-à-dire de s'avancer avec ma caution centriste, parce qu'il y a quand même des cassures sur les valeurs. Il arrive aussi, voire de l'heure, qu'on soit dépassé par son propre succès et qu'on ait tellement d'intentions de vote qu'on fait figure de candidat, on ne peut plus sérieux, ce cadre de là, ou qu'on soit amené à rester. Parce que quand même, Borloo a déjà obtenu, vous allez peut-être dire que c'est pas extraordinaire, et il a quand même obtenu sans coup férir le retrait de ce pauvre Hervé Morin, qui était censé être candidat à la présidentielle à 1% maintenant. Bon, mais la différence importante, je crois, entre Borloo d'une part et Bayrou ou Villepin de l'autre, c'est que Bayrou et Villepin, qui cherchent le dialogue avec le peuple directement, ils le font parce que ce sont des généraux sans troupes. Et Borloo est en train de... C'est un homme de réseau quand même, il faut en tenir compte, et il est en train de constituer autour de lui une agglomération, un conglomérat qui n'est pas négligeable du tout. Je crois qu'il y a aussi un problème. Il y a évidemment ce problème du dispositif humain, entre guillemets, que selon le mot cher aux socialistes, mais il y a aussi ce qui recoupe un réel débat, de réelle divergence au sein de la majorité sur la ligne stratégique. Est-ce que, sur les valeurs, est-ce qu'on va poursuivre sur la ligne de droitisation, voire d'extrême droitisation que pratique Nicolas Sarkozy, notamment par ministre de l'Intérieur interposé, depuis le discours de Grenoble, et même depuis 2007, grosso modo, ou est-ce qu'on va se recentrer sur les questions, comme le préconisent beaucoup de députés de la majorité, sur les questions économiques et sociales, sur la question du pouvoir
d'achat. D'ailleurs, ça semble être la tendance avec cette prime que François Baroin vient de dégainer, une prime de 1 000 euros. Il y a toujours ce débat, ce déchirement entre ces deux jambes sur lesquelles marche la majorité, et le débat de personnes recoupe évidemment ce débat. De jambes, le seul candidat de droite à l'heure actuelle, si on cherche, y compris Marine Le Pen, le seul candidat de droite, c'est Sarkozy. Il n'y a plus un seul candidat de droite. Bien sûr. Un mot et après on va passer. Oui, sa déclaration est aussi indépendante, je crois, de l'élection présidentielle. Celle de Borloo ? Oui, elle signifie aussi l'effondrement de l'édifice UMP. Et ça, c'est très important dans le paysage politique français. Alors, s'il est un homme politique qui lui aussi, enfin qui n'était pas homme politique d'ailleurs jusqu'à présent, qui lui aussi a rompu le rang avec la majorité, on le savait proche de Jacques Chirac dans le passé, il a été l'un des inspirateurs du Grenelle de l'environnement précisément de Jean-Louis Borloo. Et désormais, il rentre dans l'arène politique, c'est Nicolas Hulot qui a annoncé donc sa candidature à l'élection présidentielle ou à la primaire écologiste, c'est pas très clair. En tout cas, lui, aujourd'hui, s'estime indépendant définitivement de la droite et peut-être aussi de la gauche. Écoutez-le. Le projet d'un nouveau modèle de développement est, de mon point de vue, incompatible en l'état avec les politiques que le pouvoir en place développe en France. Ma candidature s'inscrit dans le souci de l'intérêt général et elle se situe à l'opposé des choix, des méthodes et de la vision de la majorité actuelle. Dans mon esprit, il n'y aura aucun soutien automatique à qui que ce soit. La contrainte écologique et sociale ne peut plus s'accommoder de quelques corrections à la marge ou de compromis politiciens. Il est où exactement, Nicolas Hulot, et vers où va-t-il? On ne sait pas s'il va vers l'élection présidentielle ou vers la primaire, et il se situe où par rapport... On disait son discours quand même assez orienté à gauche, effectivement il a souhaité donner des gages, et pour autant il dresse presque un cordon sanitaire avec les partis politiques existants. Où est Nicolas Hulot? C'est la grande question. Sur la forme, on a l'impression qu'il est dans un aquarium, puisqu'il fait sur le style quand même un petit peu désuet, un petit peu décalé. C'est pas très flamboyant. C'est pas très flamboyant, effectivement. Sur le fond, deux choses. Déjà, sur le parcours personnel de Nicolas Hulot, où est-il? D'où vient-il? C'est quand même un cas assez exceptionnel. On est loin des séquences émotions d'Ushuaïa. Oui, mais il ne correspond surtout pas, je dirais, au canon traditionnel de l'entrée dans la vie politique. C'est un ovni de ce point de vue-là. Il me fait penser un peu, toute proportion gardée, parce que c'est pas le même profil, à Bernard Tapie, c'est-à-dire quelqu'un qui a un capital, pour le coup, un capital télévisuel et médiatique, et qu'il cherche à convertir immédiatement cette popularité en popularité politique. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est où va-t-il? D'où vient-il? Certes, il rompt pour la première fois clairement avec le sarkozysme, mais pour autant, on vient de le voir, il ne donne pas de gage d'alliance à gauche automatique. Et ça, c'est quand même un problème de positionnement qu'il va lui falloir régler, surtout dans la perspective de cette primaire, puisque les Verts ne désigneront à l'évidence pas quelqu'un qui ne laisse pas la porte ouverte à une alliance à gauche pour le deuxième tour en 2012. Donc ça, quand même, deux gros soucis à régler, au-delà de la forme, qui, là aussi, quand même, il faut le dire, pose problème. Un problème de forme, un problème donc de ligne stratégique, vous nous dites. Cette déclaration qui a été faite à Sevran, dans la banlieue parisienne, elle a plutôt l'air de venir de Saint-Lunaire, quelque part, on ne sait où, dans l'atmosphère. Et certes, il y a de la fraîcheur, c'est très un peu trop peut-être, peut-être un peu trop frais. C'est son début. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que Nicolas Hulot a dit des choses très nobles, très belles, très sympathiques, très bien. Il veut pas d'un monde méchant, il veut pas d'un monde mauvais, il veut un monde plus beau, plus pur, etc. Bon, c'est bien, tout le monde ne peut qu'être d'accord et sa popularité n'en souffrira pas. Mais on attendait, alors j'espère qu'elle va venir, j'espère pour lui qu'elle va venir, on attend la deuxième partie. Et que vais-je faire? Et avec qui vais-je le faire? Que signifie ma candidature? Et ça, c'est resté dans sa poche. Il y a toute une tradition des partis écologistes et verts en France et en Europe en général, qui est qu'il y a une ligne de fracture entre ceux qui choisissent l'intégration dans le système et ceux qui choisissent de rester sur les enjeux et l'environnement. Et il a manifestement, il est dans cette seconde option. Donc il n'a pas envie d'exercer le pouvoir. Il a fait quelques petites concessions et d'ailleurs aujourd'hui les réactions se sont multipliées pour l'attaquer sur ce point. Mais bon, sa stratégie elle est là. Sa stratégie elle est en réalité en décalage avec une stratégie d'intégration dans le système et de réelle Finalement, participation. Il poursuit sur sa lancée d'une recherche de popularité telle qu'il l'exerçait en tant qu'animateur du choix. Il est dans l'attrape-tout. Et le problème de l'attrape-tout, c'est qu'à un moment vous vous heurtez au mur du réel politique et électoral. Et c'est quand même embêtant
que sa déclaration de candidature pose des problèmes aux Verts. C'est aux Verts que ça pose le plus de problèmes pour commencer. Est-ce qu'il se pliera au jugement de ces primaires étroites qu'a prévu l'appareil du parti, ou est-ce qu'il ira au-delà? Il semble, si on a bien compris, que de toute façon, s'il n'était pas désigné par les primaires, il irait de toute façon à la présidentielle. Il y aurait peut-être 2 candidats verts. Mais qui sont les Verts? Parce qu'il pose problème à Eva Joly, par exemple, mais il pose aussi problème à Cohn-Bendit, qui souhaite qu'il n'y ait pas de candidature vers ça, l'élection du 21 avril, et c'est pas forcément de 2002 à l'envers. C'est pas forcément un bon argument, parce que ça, c'est un argument qui risque de priver beaucoup de candidatures, de dire attention. Non, mais je voulais dire qui sont les Verts. Je crois qu'il y a une indécision totale sur finalement. Oui, mais les Verts, justement, ils se sont, depuis 2009, opération réussie. Les Verts, Europe Écologie, le trio improbable, Cohn-Bendit, Eva Joly, José Bové. Ça marche très bien. Il y a une vraie dynamique qui s'est créée, et cette dynamique, elle a encore fonctionné en 2010 avec les régionales, et là, avec les cantonales, on l'a vu. Le risque, en effet, aujourd'hui, c'est de casser cette véritable, dynamique au profit des Verts, parce que les thèmes environnementaux n'ont jamais été aussi importants dans l'opinion. Et plus encore maintenant, après Fukushima, et l'incidence terrible qu'a cette catastrophe, qui vraiment remet dont Nicolas Hulot n'a pas parlé d'écologie dans Fukushima, qui n'a pas eu d'influence du tout sur les cantonales. Mais alors, il y a eu quand même un petit sursaut vert. Mais alors, cela dit, vous dites Nicolas Hulot, un caillou dans la chaussure des Verts. La question, c'est quand même, est-ce qu'il pourra convertir sa popularité en suffrage? En tout cas, pour l'instant, d'après les sondages, il n'y a pas de match au sein des Verts. Il écrase Eva Joly en termes de popularité. Ça, absolument, mais en réalité, on parle de Cohn-Bendit avec raison. Il y a à l'heure actuelle un parti politique Europe Écologie Les Verts, dont Cohn-Bendit est la tête pensante, et ce parti centre à gauche et veut obtenir un maximum de députés aux prochaines législatives, faisant évidemment l'impasse sur la présidentielle. C'est évidemment un point de vue tout à fait différent de celui que peut avoir un candidat qui est là pour faire un maximum de voix, pour porter le message écologique. On a là le germe d'une sérieuse dissension, d'une sérieuse division entre les deux. En réalité, il y a un parallèle finalement entre Villepin et Hulot. C'est que Villepin, on a dit qu'il peut être mu par son compte à régler personnellement avec Sarkozy. Chez Hulot, il y a un petit peu aussi des comptes à régler avec ces politiques qui ont signé son pacte, qui se sont engagés, qui ont pris des engagements, et puis qui finalement n'ont. Certes, il y a eu le Grenelle, mais le Grenelle, on voit qu'il est détricoté loi après loi, règlement après règlement. Et donc, il y a une volonté de remettre au centre les valeurs de l'écologie. C'est au-dessus des partis. Justement, c'est transversal. Il nous reste moins d'1 minute. Alors, je vais vous demander juste de me répondre par oui ou par non à la question suivante que je vais vous poser. On a évoqué 3 candidatures. Il y en aura certainement encore beaucoup d'autres. Toutes ces candidatures, c'est un peu tous contre Sarko. En tout cas, si on les entend, ils sont tous contre Sarkozy. Est-ce que ce tir groupé au sein de la campagne, ça va affaiblir un peu plus le président sortant, ou au contraire lui permettre de se singulariser aux yeux des Français et de reconstruire son socle de premier tour? Oui ou non? Sarkozy sera sûrement un des 3 ou 4 meilleurs candidats. Henri Vernet. Il sera candidat et il a une capacité comme de rebond et de campaigner extraordinaire. Il a fait la triangulation en 2007. Qu'est-ce qu'il va trouver en 2012? David Revaud-Dallon. Je pense que ces candidatures ne poseront pas problème à Nicolas Sarkozy, puisque pour la bonne et simple raison qu'elles n'iront pas jusqu'au bout et qu'aucun de ces 3 candidats ne sera présent au premier tour. C'est mon pronostic. Vanessa Scherer. Oui, non, je pense aussi évidemment qu'il sera candidat et que quelque part ça peut faire son jeu, parce qu'en fait il réatomise, l'échiquier se retrouve réatomisé, et donc il va sans doute pouvoir trouver un espace là-dedans. C'est assez paradoxal parce que tout cela se fait vraiment contre lui. Merci à tous d'avoir été avec nous dans cette émission politique. C'est la fin de cette émission, vous l'avez compris. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine avec Roselyne Febvre qui sera de retour. D'ici là, restez avec nous. L'info continue sur France 24.